du groupe exploitation touristique, on avait créé ce groupe parce que, compte tenu de l'expérience acquise à l'Hermione, quand on s'est lancé dans l'Hermione, on pensait surtout à la construction, mais je parle sous le contrôle de Jean Muffraud, on n'imaginait pas qu'on aurait jusqu'à 250 000 visiteurs par an. Et donc tout ce qui était la préparation, le modèle économique pour recevoir des touristes, l'organisation des locaux, enfin tout ce qu'il fallait pour recevoir les touristes, ben, c'est au fur et à mesure des temps et des moments que on a organisé cet accueil du public. Et donc c'est là où il va falloir penser l'information sur l'histoire, la construction, le fonctionnement du moulin. Donc c'est tout le travail qui doit être fait au sein du groupe exploitation touristique. Le groupe communication et recherche de partenaires financiers. Ben, on y a créé dans l'intérieur 3 sous-groupes parce qu'on s'est aperçu que c'était quelque chose d'assez important. Donc il y a un premier sous-groupe qui a pour mission de réaliser la newsletter, puisque maintenant on fait bien comme ça, c'est-à-dire qu'on voudrait périodiquement adresser à nos adhérents une lettre. Donc on a baptisé, là on a fait l'effort quand même, la lettre du Moulin Hubert. On va adresser, disons, peut-être tous les trimestres à nos adhérents pour leur faire qu'ils sachent un petit peu ce qui se passe au sein de l'association. Le deuxième sous-groupe qui est créé, c'est le groupe communication informatique. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, et on parle de vidéo, bon, il est sûr que maintenant, à notre époque, si on veut communiquer, si on veut se faire connaître, ben, il faut absolument utiliser les moyens qu'est l'informatique. Et le troisième groupe, ben, il faut y penser, c'est le groupe recherche de partenaires financiers. Alors je dirais que dans l'état actuel des choses, la mission de ce groupe, c'est surtout de commencer les travaux préparatoires pour cette mission. Dans ce groupe, on envisage une collaboration, parce qu'on voudrait bien associer les jeunes quand même à notre aventure. Une collaboration est envisagée avec les élèves du BTS Communication du lycée Merleau-Ponty. Et nous envisageons également une collaboration avec le lycée d'Assaut qui pourrait, si on y arrive, nous construire une maquette du moulin. Une des idées que nous avons, c'est de faire en sorte, comme ça a été fait pour l'Hermione, de mettre dans la forme un simili, enfin, ce qui rappelle la coque du bateau, et bien, à l'emplacement du moulin, essayer peut-être de mettre une maquette du moulin. Ça nous semblait quelque chose d'intéressant. Là, ce que vous voyez là, actuellement à l'écran, c'est l'analyse de la maquette par le groupe Histoire, qui nous a permis de relever certaines dimensions. Et les recherches effectuées au service historique de la Défense nous ont permis de recueillir des informations sur le Moulin Hubert, la quantité de bois, d'où il venait, le nombre d'éclous nécessaires, le fonctionnement du bateau racleur. La consultation des plans nous a permis même de définir avec une assez grande précision l'emplacement du Moulin Hubert. À partir, donc, le groupe technique a essayé d'imaginer, pour l'emplacement futur du Moulin Hubert, il y avait 3 endroits possibles. Il y avait ce premier endroit, du côté des 5 océans. Quand on est allé voir sur place, on s'est rendu compte que là, ce n'était pas forcément intéressant, parce que d'abord, il y a des bâtiments tout autour qui prennent le vent, je veux dire. Ce qui fait que pour un moulin à vent, il ne peut plus qu'à laisser passer le vent. Après, la deuxième solution, on avait plus ou moins envisagé au départ, avec le responsable du service de dragage, des ports et de dragage de la Chambre maritime, c'est de se mettre ici, là. Comme ça, on était au milieu, là, entre les deux formes de radeau. Et quand nous sommes allés sur place, nous nous sommes rendus compte que ce muserin, là, eh ben, il est en train de s'enfoncer. Il y a des failles, bon, il n'est pas du tout solide, et si on imaginait de pouvoir faire de la construction autour, on pense qu'on aurait vite fait de le démolir. Avant, le premier moulin, on pense qu'il était à cet endroit-là, pas loin du labyrinthe. Hein. Alors là aussi, je vous disais tout à l'heure, on voit des choses peut-être qui n'existent pas, mais on les voit quand même, nous. Sur certaines photos aériennes, on a l'impression de voir le rond du moulin, les traces du rond du moulin. Bon, après discussion, quand même, on est arrivé, nous, à dire qu'on proposerait d'installer ce moulin dans cette zone-là. Pourquoi? Ben parce que vous voyez, comme maintenant il y a les deux formes, il faut quand même qu'on aille jusqu'à cette forme-là, et on serait un peu plus dans l'alignement de la forme d'Napoléon III pour pouvoir aller ouvrir à cet endroit-là. Alors, nous devons ensuite définir un avant-projet pour la construction du moulin. Alors, on a la chance d'avoir au sein du groupe technique un de nos membres qui a travaillé plus de 200 heures pour obtenir la rénovation du plan. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai montré, ça c'est le plan qui est au SHD.
le plan d'origine, donc vous voyez, qui a été plié, qui a vieilli, le papier, ben, c'est une matière vivante, hein, donc ça a bougé. Et si vous voulez prendre des cotes et des choses comme ça sur un document de ce genre, vous êtes sûr que le résultat ne sera pas bon. Donc lui, avec les moyens qu'il a, c'est un monsieur qui habite dans l'Est et qui a des moyens pour faire ça, il nous a refait un plan. Alors là, je vous ai mis bien sûr à petite échelle, il nous a refait un plan qui vraiment va nous permettre de pouvoir faire une modélisation 3D, et puis, ayant éliminé les défauts visuels liés à l'âge et au stockage du document initial, maintenant nous avons avec nous un vrai document de travail. Le troisième volet concerne le fonctionnement du bateau racleur, dont l'efficacité pour empêcher l'envasement devant les deux formes de radeau nécessitera une certaine puissance. Effectivement, le groupe Histoire, lorsqu'il a travaillé sur les documents qu'il a pu lire au service historique de la Défense, a constaté que lorsqu'ils ont commencé à creuser le chenal pour faire la forme Napoléon III, le bateau racleur à l'époque fonctionnant uniquement avec le moulin à vent n'était pas suffisant. Et donc il avait fait installer une sorte de drague à vapeur qui avait été donc nécessaire pour pouvoir aller jusqu'au bout. Donc il est sûr que pour nous là, sur la barque arculerie, enfin le bateau racleur, on a une étude un peu particulière à faire. Autant pour le moulin, vous voyez, je pense que vous avez perçu qu'on a toutes les informations qu'il faut. Par contre, sur le bateau racleur, là, on a quand même un gros travail à faire. D'abord, ne serait-ce que parce qu'on ne peut pas imaginer de mettre des points fixes de l'autre côté de la Charente avec des dossières qui coupent la Charente. Donc, on a tout ce concept à imaginer. Et pour faire ça, nous avons la chance de pouvoir avoir 2 élèves ingénieurs de l'École nationale supérieure des arts et métiers de Cluny qui seront à Rochefort à partir de la mi-juin jusqu'à fin du mois d'août, début septembre, pour pouvoir travailler là-dessus. Donc je vous parle des élèves ingénieurs de l'ENSAM, ça me permet d'aller maintenant tout droit vers nos soutiens. D'abord, le premier soutien que nous avons, c'est que le musée de la Marine, le siège national du musée de la Marine, a accepté que notre association ait son siège au sein du musée de la Marine. On peut penser que dans quelques temps, lorsque nous irons chercher des mécènes, pour nous, ça sera quand même une chose fort intéressante. Le deuxième grand soutien que nous avons localement, c'est que le service historique de Vincennes a défini avec son conservateur de dire qu'effectivement, il fallait passer une convention avec nous de façon à nous permettre de pouvoir accéder à tous les plans, scanner tous les plans que l'on veut, avoir toute la documentation que l'on veut, toutes les informations que l'on veut sur l'affaire, sur le moulin. Ensuite, le Centre international de mer est représenté au sein de notre association par la présence d'Emmanuel Fontanieu au sein du conseil d'administration, et également il y a Arnaud Dozicourt qui fait partie du groupe Histoire. Lorsque nous avons fait notre réunion du mois de mai, parmi les gens qui étaient venus écouter notre réunion, il y avait des gens qui faisaient partie de l'association départementale des Amis des Moulins de Charente-Maritime. Cette association départementale fait partie de la Fédération des Moulins de France. Et c'est cette fédération qui nous a demandé s'il était possible qu'au sein de notre conseil d'administration, il y ait un des membres de l'association qui en fasse partie. Donc, c'est en l'occurrence, c'est Daniel Mazouin qui en fait partie. Et la Fondation des Moulins de France, déjà nous a apporté un petit soutien financier, et surtout, dans sa revue, elle a déjà utilisé le dessin de Mercereau, que vous avez vu, et qui est d'ailleurs sur votre programme de conférence. Donc, cette fédération est très intéressée par ce travail, et comme elle dit, pour elle, c'est un rêve de se dire que dans le XXIe siècle, on va construire un moulin à vent, ce qui ne s'est pas fait quand même depuis de nombreuses années. L'autre soutien que nous avons, c'est l'entreprise Asselin, en la personne de François Asselin et de son entreprise, bien sûr. François nous avait dit qu'il n'avait pas de problème pour nous soutenir, et il participe à nos travaux, et il est prêt à nous aider à fond. La Fondation des Arts et Métiers. Oui, pareil, à la réunion du 23 mai, cette réunion, il y avait les 3 frères Fro qui étaient là, et Jacques Fro, donc un frère de Jean-Louis, à qui je parlais, avait dit qu'il était un ancien des arts et métiers. Donc je lui avais suggéré de voir si les arts et métiers pourraient être intéressés par notre projet, ce qu'il a fait.
Et donc on a reçu rapidement un mail de Roger Stanquina, qui est le président de la Fondation des Arts et Métiers, pour nous dire qu'il nous soutenait financièrement, parce qu'il trouvait son projet intéressant, à raison de 5 000 euros, 1 000 euros donnés chaque année. Donc je l'ai, en le remerciant, je lui ai dit que j'aimerais bien quand même le rencontrer pour lui proposer autre chose, en plus même. Donc je suis allé le voir à Paris, et c'est là où je lui ai dit, mais est-ce que dans ce projet, il ne pourrait pas y avoir des étudiants qui seraient intéressés pour participer à ce projet, aux travaux de ce projet? Ben, il a donc envoyé notre dossier aux différentes écoles des arts et métiers qui sont ici sur la France. Et quelques temps après, j'ai un des professeurs de Cluny, Pierre-Olivier Lafay, qui m'a appelé pour me dire « Ah, ben, ce projet nous intéresse énormément parce que nous, à Cluny, on travaille beaucoup de bois, et la construction d'un moulin, ça nous intéresse. » Et je lui ai dit « Écoutez, je suis désolé, mais la construction du moulin ne nous pose pas de problème. Ce qui nous pose plus de problème, c'est le fonctionnement, la construction et le fonctionnement du bateau racleur, pour justement voir l'efficacité, pour s'assurer que effectivement la base parvient. Parce que, un petit détail, mais la forme double, entre la forme double, il y a un certain niveau, mais la forme d'Apollon 3, le niveau est 1,80 m en dessous du niveau de celui de la double forme. Or, par rapport, vous voyez, à l'emplacement qu'on a choisi pour le moulin, c'est quand même la forme qui est la plus loin. Donc on se posait la question de savoir, est-ce qu'on arriverait, est-ce que, à notre époque, le bateau racleur pourrait être assez efficace. Mathieu Barbier, qui est un des responsables des ports et dragages de la Charente-Maritime, nous avait assuré en disant, mais à mon avis, vous n'aurez pas de problème pour ça. Enfin, quand même, il fallait l'étudier. Ce professeur-là, du coup, il s'est plongé dans les études d'envasement et autres, et quand il est venu nous voir, une quinzaine de jours après, il a dit, oui, il n'y a pas de problème, moi je vois très bien comment il faut faire, il n'y a pas de problème, on peut y aller. Et donc, on a défini avec lui un thème de stage pour des élèves ingénieurs des arts et métiers. Et rapidement, on a eu des étudiants qui ont fait une candidature et on a retenu donc 2 étudiants. Le premier devant arriver le 18 juin, le deuxième le 26. Et le premier partira à la fin du mois d'août et le deuxième partira début septembre. Autre soutien, c'est l'Institut du littoral et de l'environnement de La Rochelle. Effectivement, Mathieu Barbier, quand on l'avait rencontré, il avait dit qu'à une certaine époque, il y a quelqu'un qui a fait une étude sur l'envasement de la Charente, qui avait fait une thèse. Alors, il dit, je crois que c'est un des instituts de La Rochelle. Alors, bien sûr, on est allé sur Internet chercher, et on a trouvé que cette personne, c'était Isabelle Brenon, qui a conduit une thèse sur l'envasement de la Charente il y a quelque temps. Donc, on lui a envoyé le dossier de présentation de notre projet, en lui demandant si elle était intéressée pour s'y associer. Et elle nous a répondu immédiatement, mais tout de suite, mais d'accord, bien sûr. Elle est venue nous voir ici, sur place, à Rochefort, et je peux vous assurer que, ceux qui étaient avec moi, lorsqu'on l'a reçue, on a vu une personne qui était ravie de l'heureux, et comme elle disait, enfin, il y a quelqu'un qui s'intéresse aux travaux que j'ai pu faire. Et elle est prête, bien sûr, à nous aider à fond dans la partie études, bien sûr, théorique, pour voir comment on peut être le plus efficace pour empêcher l'envasement devant les flancs de radon. L'autre soutien que nous avons, c'est le musée du CNAM à Paris. Pourquoi? Parce qu'au musée du CNAM à Paris, il y a aussi une maquette au 40e du moulin Hubert. Donc là aussi, on les a contactés et ils nous ont dit, pas de problème, on communiquera tout ce que vous voulez qu'on communique. Et si vous allez sur le site du CNAM de Paris, vous verrez qu'il y a une page maintenant qui est ouverte concernant le moulin Hubert. Vous voyez qu'on parle à Rochefort. Voilà. Dernier contact qui est en cours, qui est déjà très avancé, c'est la bibliothèque de l'école polytechnique. Effectivement, parmi nos adhérents, nous avons Bernard Monnier. Bernard Monnier, vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est quelqu'un qui a fait ses études à Rochefort, au lycée Pierre-Loti, qui a été jusqu'à la fin de l'année 2016 le président de l'Académie des sciences et qui est un chercheur dans un des laboratoires de chimie à Toulouse, où j'ai un de mes fils qui est aussi chercheur. Et un jour, il a dit à mon fils, mais comment ça se fait que ton père n'a pas encore pris contact avec l'école polytechnique? Alors on a dit, on avait bien essayé. Grâce à Jean-Louis Fro, on avait essayé de prendre un contact avec l'école polytechnique, puisqu'un des cousins de Jean-Louis avait fait l'école polytechnique. Mais malheureusement pour nous, ce cousin est décédé. Donc on n'a pas pu aller plus loin. Mais par l'intermédiaire de Bernard Monnier, j'ai pu avoir le contact, les noms et les coordonnées
du responsable de la bibliothèque, des archives et du musée de l'école polytechnique, à qui on a envoyé notre dossier. Et pareil, là on a reçu un avis tout à fait favorable pour nous soutenir, pour nous permettre d'accéder à tout ce que l'on voulait comme information au sein de leur bibliothèque et de leur muséo. Et même en nous répondant ainsi, ils nous disaient mais il faudra aussi que vous contactiez les amis, l'association des amis de la bibliothèque de l'X, dont le président est M. Couvert, et aussi contacter l'association des amis du musée de l'école polytechnique. Donc, ces deux présidents étaient en copie de cette réponse, et moi je les ai remerciés, monsieur, en disant que je les recontacterai au principe vers la fin du mois de mai pour justement bien mettre au point cette relation, ce partenariat avec l'école polytechnique. Il est sûr que, une de mes idées que j'ai eues, et j'en ai parlé avec Philippe Mathieu, le responsable du musée de la Marine, je lui disais si un jour on pouvait faire un parrainage entre le musée de la Marine de Rochefort et le musée de l'école polytechnique, je pense que ça pourrait quand même être bénéfique pour notre charmante ville. Alors quels sont les atouts du projet? Parce que ce moulin que nous envisageons de reconstruire concentre de manière remarquable beaucoup d'atouts. Tout d'abord, notre premier objectif, c'est vraiment ça le premier objectif, il faut vraiment l'avoir en tête, c'est qu'on veut enlever la vase avec du vent. C'est-à-dire qu'on veut, c'est un projet quand même économique. Mais bon, il présente d'abord un intérêt historique, parce que ça constitue un signal fortement ancré dans l'histoire particulière de Rochefort. Conçu pour alimenter une drague, il aborde la question centrale de toute l'histoire d'un arsenal qui a fonctionné pendant 250 ans en composant avec la vase. Cette lutte avec un environnement naturel hostile est un caractère majeur de l'histoire maritime locale. Ce projet aussi témoigne de la capacité d'innovation de Rochefort, pour qui dépasser ses contraintes a fait de l'innovation une affaire de survie. Il est sûr que lorsqu'on lit les documents sur les arsenaux de cette époque, je pense que c'est bizarre de venir installer un arsenal là où on l'a passé avec toutes les contraintes que nous connaissons avec la vase. Eh bien, je pense que Rochefort, l'arsenal de Rochefort avait une grande notoriété parce que justement, Rochefort, il y a toujours de l'innovation. Et je dirais que ça continue, parce que quand on voit tout ce qui a été fait pour réhabiliter notre ville, pour faire en sorte qu'elle soit devenue, ça provient qu'en Rochefort, nous voulons innover, nous voulons toujours faire mieux pour pouvoir être à l'avant-garde. Et puis à notre connaissance, Rochefort est le seul arsenal qui est ainsi utilisé des moulins. Il présente aussi un intérêt économique et environnemental. Il fait écho à des préoccupations contemporaines, en invitant une réflexion originale sur le dévasement par énergie éolienne qui, et c'est un point important dont l'attention a été attirée par le directeur de l'Ifremer, ce dévasement par énergie éolienne qui se fait de façon hebdomadaire lors des marées descendantes n'entraînera pas de perturbation dans l'écosystème de la Charente. Donc vous voyez, c'est vraiment un projet écologique. Il rend l'emploi opérationnel de deux formes de radeaux, puisque actuellement elles sont potentiellement utilisables. Et comme je vous l'ai dit au début, lorsqu'on veut ouvrir une des formes de radeaux, il faut quand même s'y prendre à l'avance. Donc c'est pas très opérationnel. On peut utiliser les formes de radeaux, mais elles ne sont pas opérationnelles. Si on arrive à empêcher qu'il y ait l'envasement devant ces deux formes de radeaux, les seules contraintes que nous aurons, c'est de respecter les marées. Et il produit une énergie propre dans une idée de développement durable. Et comme vous l'avez vu, à l'époque, Jean-Baptiste Hubert, toute l'énergie qu'il y avait en plus de ce qui était nécessaire pour empêcher l'envasement devant la forme de radeau, pouvait être utilisée par autre chose. Alors nous, on ne va pas faire un aluminium à plomb, on ne va pas faire un système de brouillage pour les peintures, mais on peut très bien imaginer qu'on puisse produire, par exemple, toute idée qui vient à l'esprit, c'est de l'électricité. Troisième rubrique d'atout, c'est l'atout touristique. Effectivement, le moulin, c'est un signal qui va culminer à une trentaine de mètres dans la silhouette visible de très loin et qui renforcera l'identité originale de Rochefort dans le plat pays rochefortais. C'est un objet animé. Je pense que vous comme moi, quand on passe quelque part et qu'on aperçoit un moulin qui fonctionne, on est attiré et on va le voir. Donc c'est un objet animé, spectaculaire, bruyant, et dont la manipulation est une sorte d'événement participant
spécifiquement à l'animation de l'arsenal. Il est sûr qu'à chaque fois chaque marée de 2 jours, parce que je ne pense pas qu'on fera de dévasement la nuit, mais à chaque marée de 2 jours, compte tenu qu'il y a les 2 formes de radoub, je pense qu'il faudra imaginer qu'on fasse lors de chacune des marées descendantes, mais ça sera un spectacle qu'on aimera venir voir. Et c'est un objet en bois dont le chantier d'Hermione a montré l'attachement que lui portent nos contemporains. Alors, les membres du conseil d'administration se sont fixés comme objectif d'être en mesure de présenter d'ici la fin de l'année la faisabilité de ce projet au comité de pilotage du Grand Arsenal de Rochefort. Ce comité de pilotage est passé sous la conduite des collectivités locales, région Nouvelle-Aquitaine, département de la Charente-Maritime, communauté d'agglomération de Rochefort-Océan, ville de Rochefort. Oui, puisqu'actuellement, notre association est une association privée. Je veux dire que nous avons informé les collectivités que je viens de citer par courrier, en leur avons créé cette association dont voici l'objet, mais ils ne sont pas actuellement associés à notre association. Il est sûr que nous pensons maintenant que la partie théorique de la faisabilité technique nous paraît acquise. On n'a pas de doute par rapport